Aujourd'hui aussi, c'est un hommage, je le disais, Dominique Bernard et Samuel Paty, hommage rendu le triste jour anniversaire de l'assassinat de la petite Lola, violée, torturée, tué à 12 ans. Son père est depuis mort de chagrin. Gabriel Cluzel, c'est une journée, là aussi, triste pour le pays, triste pour la France. Et comme on l'a rappelé déjà ce matin, le procès de sa meurtrière présumée aura lieu vendredi. C'est qui ? C'est une personne qui était sous OQTF. Oui, là encore, Lola, comme Philippine, même si elle n'avait pas le même âge, c'est le visage de l'innocence française qui est tombée sous les coups de notre impéritie migratoire. Il faut oser le dire. Bien sûr, on entend les gens dire « Ah, mais il y a eu des assassinats par des Français de souche. » Nous parlions de Badinter qui a fait en sorte la semaine dernière que la tête de Patrick Henry soit sauvée. C'était un assassin d'enfants. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ces gens qui les ont tués et qui ont tué Lola et cette femme-là, n'avaient rien à faire sur le sol français. C'est-à-dire que c'est elle a 27 ans aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est arrivée avec un visa d'étudiant, un titre de séjour d'étudiante. Dabia Benkired. Et au moment des faits, elle était frappée d'OQTF. Elle a croisé la route de la petite Lola, qui avait 12 ans, vous imaginez, qui revenait de l'école. L'école était tout près de son domicile, il y avait 3 minutes. Et ce qui était troublant, c'est que c'est même pas dans la rue qu'elle a été agressée, c'est dans le porche de son immeuble. Enfin, c'est là qu'elle a fait la mauvaise rencontre et un immeuble dont ses parents étaient les gardiens et qui se sont du reste tout de suite inquiétés. Cette femme se plaignait, semble-t-il, même si c'est très obscur les motifs, que la mère de Lola ne lui a pas donné de passe parce qu'elle allait dans l'appartement de sa sœur. Elle a convaincu Lola et tous les témoignages, tous ceux qui les ont vus à ce moment-là ont vu que Lola était extrêmement apeurée de monter dans l'appartement, d'utiliser le pass. Cluzel sur Europe 1. Non, mais là, je pense que c'est extrêmement important de dire tout ce qui s'est passé. C'est un peu trash, pardon, et je demande pardon à ceux qui en seront choqués, parce que comme moi, je trouve que c'est désolant à lire, mais il faut quand même le savoir, faut pas se voiler la face. Le Parisien le raconte dans les détails, raconte ce que cette femme a dit au procureur. Donc ils sont montés, Lola, elle a fait prendre une douche à Lola, elle l'a violée, puis elle l'a entourée d'un ruban adhésif du visage jusqu'en bas. Elle dit, je suis allée au bout du rouleau d'adhésif, et puis après elle l'a laissée dans l'entrée pendant son agonie, donc elle pouvait plus respirer puisqu'elle avait entouré d'un ruban adhésif. Avant et après, elle l'avait mutilé, le visage, le cou, etc. Et puis elle est morte ainsi étouffée. Elle a mis de la musique pour pas entendre sa victime se débattre. Voici le martyre qu'a vécu Lola. Encore une fois, je demande pardon pour ces mots, mais il faut absolument les dire. C'était en 2022, triste anniversaire. Le procès de Damia Benkired va s'ouvrir devant les assises de Paris vendredi. Éric Tegner, on a entendu Gabriel Cluzel revenir sur ce moment, ce triste anniversaire. On a entendu Gilbert Collard aussi tout à l'heure parler de cette récupération qui avait été faite de la part du service public en critiquant tous ceux qui pointaient du doigt cet assassinat d'une enfant par quelqu'un qui est sous OQTF, qui ne devait rien faire, qui n'avait rien à faire en France. Votre réaction par rapport à ce triste anniversaire de l'assassinat de Lola ? Mais moi, je suis en colère quand je pense à ce qui s'est passé autour de la marche pour Lola. Comment ça a été caricaturé. Rappelez-vous, à cette époque, l'Institut pour la justice de Pierre-Marie Sèvres avait considéré que c'était important de se rassembler, je crois que c'était place de la République ou place de la Bastille, avec près d'1 millier de personnes. Ils avaient récolté plein de témoignages, parce que ça faisait plusieurs années que l'Institut pour la justice existait, des familles de victimes qui ne sont jamais écoutées, parce qu'on était à un moment, une époque, où les familles de victimes ne parlaient pas. C'est très récent, c'est presque avec la veuve Comines qu'on a commencé à les entendre, et cette année où toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il y a une famille des victimes qui prend la parole. Et à l'époque, en fait, c'était inédit. Pour corriger ce qui avait été dit dans les médias. Totalement. Et donc, il y a eu cette marche qui a été organisée par l'Institut pour la justice, qui était une marche digne, et ils se sont fait écrasés la semaine avant de cette marche, des semaines après, pour essayer de les caricaturer, de leur dire qu'ils étaient en train de récupérer, que c'était indigne. Ils ont fait parler la famille de Lola. On a compris après qu'en fait c'était totalement faux, parce que la mère de Lola a dit que c'était faux, qu'à aucun moment elle avait demandé à ce qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de récupération. Moi, c'est ça qui me rend indigne, et c'est là où je veux donner un petit message d'espoir à ceux qui nous écoutent, c'est que ça a changé. Depuis 12 à 18 mois, ça a changé. Je pense grâce au travail aussi de CNews et d'Europe 1, parce que ces familles de victimes, à un moment donné, Éric Dupond-Moretti, il est obligé de se taire. Il ne peut plus dire à Marine Le Pen, au sein de l'Assemblée nationale,
qu'elle utilise la mort de Lola. Aujourd'hui, ce sont d'abord les familles qui veulent qu'on en parle. Mais oui, comme si on veut invisibiliser ces meurtres, ces assassinats. Pénélope, vous nous appelez du pays de la Loire. Cette journée hommage, vous avez envie de réagir et de dire que quand il y a eu ce drame dans votre ville, vous avez fait des pochoirs, c'est ça? C'est pour Dominique Bernard et Samuel Paty. Bonjour Pénélope. Voilà, bonjour Christine Kelly et bravo pour votre livre que j'ai lu avec beaucoup d'émotion. Oh, merci ma chérie, merci ma douce Pénélope. Je vous ai envoyé une petite carte, voilà. D'accord. Pour vous dire, voilà. J'ai hâte de la recevoir. Bon, bref, voilà, je suis passée par la maison d'édition, mais bon, là n'est pas le sujet, mais j'étais vraiment émue, voilà. Merci ma belle. Voilà. Alors pour cette journée d'hommage, dites-moi. Voilà. Dans notre ville, il y a eu alors c'est pas, vous savez, c'est des graffitis, mais des beaux graffitis faits par des artistes. Donc vous aviez Samuel Paty. Je peux pas dire la ville. D'accord, ok. Parce que voilà. Oui, restons discrets. Voilà. On en est là aujourd'hui en France. Voilà, je suis désolée. Voilà, donc il y avait les pochoirs, donc il y avait des beaux graffitis, donc Samuel Paty et le général Massoud ensemble. Ce n'est pas rien. Incroyable. Donc, c'était distribué dans toutes les villes, dans la ville, gratuitement. C'est une revue dans ma ville qui était distribuée. Voilà, on pouvait les prendre en ville ou distribuer dans les boîtes aux lettres. Ça a toujours existé dans notre ville. Moi, j'ai gardé l'original, j'ai fait des photos. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, d'abord, qui connaît Massoud? Personne ne le connaît, tout le monde l'a oublié. Je pense qu'on devrait aussi. Et j'avais trouvé ça intéressant de mettre Massoud avec Samuel Paty ensemble, les deux ensemble. C'était vraiment, c'était un message fort. C'est un message fort. Merci beaucoup, Pénélope. Gabriel Cluzel veut réagir. Merci pour votre appel, ma chère Pénélope. Oui, je voulais juste vous dire que jour d'aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Gabriel Cluzel. Mais on aime la France et on garde notre beau pays. On aime la France. Et merci à vous. Merci pour votre appel. Merci pour votre témoignage, Pénélope qui nous a appelé du pays de la Loire. Gabriel je trouve très touchante l'initiative de Pénélope, mais je suis très frappée, même si je le comprends, par son désir de garder cette ville anonyme. Voilà où en sont les Français aujourd'hui. Incroyable. Et on parle de liberté d'expression. Où est-ce qu'on en est? Quel pays de la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'on est devenu? Des auditeurs qui nous appellent de façon anonyme sont incroyables, sont incapables, de dire la ville d'où ils appellent de peur de représailles. Mais vous vous rendez compte de ce que l'on vit actuellement? C'est quelque chose, à mon avis, auquel on ne prête pas assez attention. Moi, je voulais revenir quand même sur Lola. Oui. Vous avez raison de dire que les parents ont décidé de lever la tête, et c'est très intéressant parce que notamment la mère de Lola, elle n'a pas demandé, elle a même souhaité que le procès ne soit pas à huis clos. Oui, vous savez, parce que c'est un peu, là aussi, il y a une forme de pression sur les parents. Vous savez aussi, quand il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent une agression, on dit « Ah, c'est pas décent, il faut pas les faire passer ». Là, on dit « Ah oui, c'est un procès qui met en cause un enfant, il vaut mieux que ce soit à huis clos ». Bah non, je crois qu'elle a une volonté, que les Français sachent, par hommage peut-être pour sa petite fille, pour qu'elle ne soit pas oubliée, pour que son martyr ne soit pas oublié. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Gabriel Cluzel sur Europe 1. On a Gilles qui nous appelle de Franche-Comté. Bonjour Gilles. Que vous révèle bonjour. Comment vous réagissez par rapport à cette journée d'hommage et ce triste anniversaire de la mort de Lola, violée, tuée, torturée par quelqu'un qui était sous OQTF, dont le procès s'ouvre vendredi? Alors j'espère déjà que cette personne soit condamnée et sévèrement, et que les victimes ne ressortent pas encore plus attristées qu'elles le sont, j'imagine déjà. Ensuite, sur la minute d'hommage, on attend les retours de l'Éducation nationale sur les incidents. Oui. À mon avis, il n'y en aura pas. On en est là aussi. Et pour un point plus global, bien évidemment, tous ces sujets c'est affreux, c'est triste. C'est ce que je disais à votre collaborateur, Sarah, c'est triste et énervant, pour rester poli. Parce que vous dites qu'on n'a pas la main sur nos flux migratoires. Voilà, c'est ce que je disais. Alors je dois être le souverainiste du Midi, mais en gros, oui, on n'a pas la main. On est dans l'Union européenne. Encore une fois, le problème est là. On peut pas les renvoyer. Soit on n'est pas capable de les renvoyer parce que l'Algérie, pour un exemple, nous les renvoie parce qu'on n'est pas fort là-dessus. Soit la CEDH nous condamne et encore une fois, on est condamné, on est obligé de les garder.
Et puis, on a aussi des actes qui ont été faits dans les années 2005-2010 avec un certain président qui est en difficulté en ce moment, où il y a eu des déstabilisations, comme la Libye, qui a été déstabilisée complet et qui maintenant laisse une grande porte ouverte à l'immigration. Alors, encore une fois, comme disait M. Tegner, tous les immigrés ne sont pas des assassins en puissance. Il y a des gens qui vont réussir à s'émanciper dans notre pays, parce qu'on a quand même on accueille encore des gens, on a des gens qui Bien sûr, il y a à faire évoluer la France. Sont intégrés et qui permettent de faire la France aussi. Faut toujours relativiser ça. Mais voilà, on n'a pas la main et puis. Bon, c'était un petit off que je disais, mais M. Sarkozy est condamné pour des choses un petit peu futiles, mais je pense qu'on pourrait le condamner pour beaucoup plus de choses. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie encore pour votre accueil. Merci et bonjour à vos équipes. Merci Gilles pour votre témoignage. Gilles qui a évoqué l'Algérie, voilà qui va faire peut-être un lien avec le prochain sujet, puisque celui qui aurait tué l'Irakien chrétien à Lyon serait d'origine algérienne et le parquet terroriste a bien été saisi. La foi blessée, profanée, attaquée à Lyon comme au Vatican. C'est à Lyon qu'Achour Sarnaya, réfugié irakien et chrétien, a été tué le 10 septembre dernier. Il avait fui la terreur pour trouver refuge ici et c'est la France qui, à son tour, a vu sa paix profanée. La piste terroriste est désormais privilégiée. Un homme de 28 ans de nationalité algérienne a été arrêté en Italie, en passant. Et pendant ce temps, au Vatican, un acte de vandalisme vise un symbole fort de la foi catholique. Un homme a été arrêté pour avoir uriné sur l'autel de la basilique Saint-Pierre. 2 événements, 2 gestes de haine unis par le même vertige. Pourquoi détruire à cause de la foi? Où en est-on de la liberté de croire? Que reste-t-il face à cela du sens du sacré, du respect et de la paix? Gabriel Cluzel. Oui, moi je suis très frappée de cette montée des persécutions contre les chrétiens dans le monde, parce qu'il faut pas oublier les chrétiens du Nigeria qui vivent un véritable martyre, mais jusque sur notre sol. Vous imaginez la honte pour la France. Nous avons un réfugié irakien de 45 ans qui souffrait d'un handicap, donc qui était vissé sur un fauteuil roulant, si j'ose dire, qui vivait avec sa sœur depuis 10 ans à Lyon. Alors, peu ou prou, 10 ans, c'est 2015, c'est le moment où il y a une grande vague de réfugiés irakiens persécutés par les islamistes. Vous savez que l'Irak est une terre historiquement chrétienne, mais bientôt il n'y aura plus de chrétiens là-bas. C'est extrêmement compliqué pour eux. Donc, on peut imaginer qu'en France, il s'est dit, ça y est, je suis sauvé, je suis protégé. C'est un pays qui protège les chrétiens. On peut être chrétien librement. Eh bien, en réalité, son sort tragique nous montre que ce n'est pas le cas. Sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux, il faisait des vidéos d'évangélisation. Alors, et c'était bien innocent. Et il a donc été assassiné un soir. Alors, je vois dans la presse, je veux juste terminer là-dessus. Il a été égorgé. Oui, voilà, disons le mot. Alors on marque une pause, on revient là-dessus. Blessé au cou, pardon, arrêtons avec ce sein que je ne saurais voir. Il a été égorgé parce qu'il faisait, a priori, des vidéos chrétiennes. Cet Irakien réfugié en France. Nous sommes toujours en direct sur Christine Kelly et vous avec Gabriel Cluzel et Eric Tegner. Nous parlons de cette foi blessée, profanée, attaquée à Lyon comme au Vatican. À la fois Achour Sarnaya, ce réfugié irakien et chrétien qui a été tué le 10 septembre dernier, on a appris qu'un homme a été arrêté de nationalité algérienne. Il a 28 ans et que la piste terroriste est désormais privilégiée. Parallèlement, on mettait ce fait avec le Vatican, un acte de vandalisme qui a eu lieu avec un homme qui a été arrêté pour avoir uriné sur l'autel de la basilique Saint-Pierre. Alors, nous sommes en ligne avec Janine qui nous avait appelé d'Alsace pour nous dire qu'elle était d'origine juive et elle nous disait à quel point pour elle c'est clair, net et précis que d'abord on commence par l'attaque des Juifs et ensuite par l'attaque des chrétiens. C'est bien cela, Janine, et c'est ce qui vous touche ce matin ou ce midi? Ce qui me touche, c'est que je me dis que depuis 1920 et quelques, à partir du moment où en Turquie a redémarré les frères musulmans, et c'est pour ça que l'Égypte n'en a pas voulu et qu'ils ont terminé à Gaza, ce qui me touche, c'est qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils pourront aller près d'Allah parce qu'ils ont fait un acte de bravoure. Pardon, voilà. Janine, vous pouvez retirer le haut-parleur, on ne vous entend pas très très bien. D'accord. Et c'est très important ce que vous nous dites. Merci. Allez, on retente. Oui, finalement, je me dis que tous ceux qui tuent
un chrétien Oui. ou un juif, Oui. quand ils sont frères musulmans, ils sont plus près d'Allah. Donc pour eux, c'est une merveille. Ils n'ont pas peur de la mort quand ils la donnent à des non-musulmans. Et ça se passe à l'heure actuelle dans le monde entier. Les frères musulmans ont redémarré après la chute de l'Empire ottoman. Et mélangez-vous, ne vous faites pas remarquer et agissez. Et dans les écoles, j'en vais moi revenir à la Palestine, enfin à Gaza, les livres scolaires, c'est on égorge son nounours préféré pour montrer qu'on peut égorger quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime, mais finalement on fait un acte de bravoure. Et Ah des oui, gamins vous de prenez 3 ça ans. d'où? Ah bon? Je ne savais pas du tout. Mais c'est triste en tout cas. Écoutez, Oui. à une époque, celle qui était avec Arafat est venue dans notre ville. Ah oui? Et dans un foyer catholique d'ailleurs, avec beaucoup d'étudiants. Et j'ai écouté et assisté à ce qu'elle disait. Et moi, j'avais été en Israël en 62. J'avais ramené je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'ont les Bédouins, un truc blanc. Et je lui ai dit, si vous aviez dit le mot paix, je vous l'aurais offert. Parce que les Juifs veulent la paix. Mais vous ne l'avez pas prononcé. Merci, ma chère Janine. En tout cas, c'est vrai qu'en France, on veut la paix. Oui, pardon? Et j'ai montré des livres scolaires qui étaient tenus par l'autorité palestinienne. Elle m'a fusillé du regard et j'ai donné tout ça aux gens qui ont tendu la main. Et ça, c'était déjà payé par l'Union européenne, des livres scolaires. Puis la haine des Juifs, c'était tout simple. Il y a 5 Juifs sur un banc, vous en tuez 2, combien il en reste? Merci pour votre témoignage, ma chère Janine, qui nous avait appelé d'Alsace pour dire à quel point la haine des Juifs entraîne la haine des chrétiens et pour pouvoir alerter alors qu'on parle de cet Irakien, réfugié irakien en France, chrétien, tué le 10 septembre dernier et la piste terroriste est privilégiée. Un homme de nationalité algérienne a été arrêté. Gabriel Cluzel, vous voulez rajouter un point là-dessus? Sur le fait que... L'enquête a été ouverte également pour association de malfaiteurs. Voilà. Donc, ce qui montre que ce n'était pas un individu isolé, a priori. Enfin, l'enquête le dira. L'enquête est ouverte, mais elle n'est pas terminée, évidemment. Mais je trouve que c'est un point intéressant parce que on peut pas nous refaire le coup du loup solitaire, cinglé. Il va falloir aller plus loin que ça, de toute évidence. Ça. Donc ça, je crois qu'il est important que nous autres journalistes suivions cette histoire de près. Véronique nous appelle de Nantes. Attention, elle n'est pas encore là. On aura Véronique dans un instant. Éric Tegner, si vous voulez réagir peut-être au Vatican aussi, parce que c'est quand même assez choquant. On voit que comment en France régulièrement les églises sont attaquées, brûlées, incendiées, pillées. Et là, on a vu qu'au Vatican, une image qui nous a tous choqués, un homme qui a été arrêté pour avoir uriné sur l'autel de la basilique Saint-Pierre. Comme nous disait Janine, c'est quand même ce sont quand même des actes forts qui en disent long sur la foi profanée, attaquée en France. Oui, c'est tout le temps. En Italie, et je siège veux dire, même du catholicisme. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que ça devient banal, qu'à chaque fois, les médias n'en parlent pas, qu'on n'a pas le droit d'en parler. Moi, en Bretagne, près de chez moi, à Guingamp, il y a 3 semaines, la Vierge Noire également a été brûlée. Voilà, bon, ça passe dans le quotidien, ça pose pas de problème. Dans le même temps, en revanche, quand il y a une opération d'influence étrangère qui va mettre effectivement des têtes de cochon devant des mosquées, bah là, ça fait la une de tous les journaux. Là-dessus, bah évidemment, il faut en parler, c'est important. Il faut condamner ce qu'on appelle l'islamophobie, etc. Mais les chrétiens, jamais. Et ça, c'est, je veux dire, pour une grande partie, la majorité de la population, ils se sentent insultés de ça. C'est un peu comme si c'était normal. Mais je vais vous dire, vous savez, les premiers profanateurs de l'Église aujourd'hui, c'est l'État. L'État qui abandonne les églises, l'État qui les laisse se faire parfois raser, se faire remplacer, se faire squatter. C'est ça la vérité. Ce sont pas juste les délinquants qui pénètrent illégalement dans les églises. C'est le fait de l'État qui les abandonne aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'églises. Et donc c'est pour ça que c'est important à chaque fois de se mobiliser dans ces petits villages parce qu'on voit tous les jours des habitants qui vont se cotiser, qui vont faire des campagnes de dons, etc. pour aller rénover leurs églises parce que de l'autre côté, la dernière fois on avait un auditeur qui le racontait, les mosquées, ça se construit. Pendant que les synagogues et les églises, on les laisse tomber en décrépitude.